Février 1651, au cœur de Paris, la nuit est glaciale. Vraiment glaciale. Une nuit d'hiver, comme on n'en fait plus, oui. Exactement. Et là, on a une foule en colère, des bourgeois, des miliciens avec des bottes pleines de boue, qui forcent carrément les portes du palais royal. Ils entrent par la force, en plein milieu de la nuit. Voilà. Et ils exigent d'entrer dans la chambre du roi, juste pour vérifier qu'il n'a pas fui la capitale. C'est une scène incroyable quand on y pense. Totalement. Et dans le lit, il y a un petit garçon de 12 ans. Il ferme les yeux, il respire calmement. Il fait semblant de dormir profondément. C'est ça. Pendant que des dizaines d'inconnus armés le fixent en silence avec juste la lumière des torches, ce gamin terrifié qui joue la comédie pour sauver sa peau face à une rébellion, c'est le futur roi Soleil. C'est Louis XIV. C'est une scène d'une violence psychologique vraiment inouïe. Et c'est précisément là que réside la clé de toute notre compréhension de l'absolutisme. Ah oui. Oui, parce qu'on garde souvent de cette époque l'image d'une espèce d'ingénierie politique parfaite. C'est une pyramide de cristal impeccable. Oui, le souverain tout-puissant au sommet qui prend une décision et hop, ça redescend sans aucune friction. Voilà, vers des millions de sujets super obéissants. Mais en fait, la réalité, c'est que cette pyramide a été bâtie sur un immense traumatisme enfantin. Et c'est ce qui rend notre plongée d'aujourd'hui si fascinante. On se penche sur une biographie vraiment majeure, le Louis XIV de l'historien Jean-Christian Petit-Fils. Un ouvrage magistral, oui. Et pour ceux qui nous écoutent, le but ici, ce n'est pas de retracer une énième chronologie de bataille ou de lister des traités de paix ennuyeux. Non, pas du tout. C'est vraiment une autopsie du pouvoir. Exactement. Notre mission, disons, c'est de déconstruire ce mythe du tyran omnipotent, presque divin. On veut comprendre l'homme derrière la façade. C'est la grande question, oui. Comment ce jeune garçon qui a connu la peur, la faim, l'humiliation, a-t-il pu forger la machine de contrôle la plus sophistiquée d'Europe? Pour saisir ce miracle, on doit vraiment replonger dans cet événement fondateur qu'est la Fronde. Ah, la Fronde. C'est la guerre civile qui l'a marqué au fer rouge. Parce qu'après cette fameuse nuit où on vient l'épier dans son lit, la famille royale doit fuir Paris en urgence. Ils partent se réfugier au château de Saint-Germain. Et c'est une fuite dans des conditions épouvantables. C'est fou d'imaginer le futur monarque absolu qui grelotte de froid. La légende dit même qu'il n'y avait ni bois pour se chauffer, ni argent pour acheter à manger. Et qu'il a dû dormir dans des draps troués. C'est tout à fait la réalité matérielle de cet exil, en fait. Des draps troués pour le roi de France, C'est le chaos total. L'aristocratie, les grands princes, les parlementaires avaient littéralement mis la monarchie à genoux. Et si on décortique un peu cela, on comprend que cette période a forgé chez lui une haine viscérale du désordre. Organique même. L'anarchie, c'est devenu son cauchemar absolu. Et c'est de là que vient son armure, en fait. Ce visage impassible, cette majesté de marbre qu'il aura plus tard, ce n'est pas naturel. Absolument pas. C'est un mécanisme de défense qui a été poussé à son paroxysme. Moi, j'aime bien faire une analogie avec le monde moderne. C'est un peu comme certains grands patrons d'entreprise d'aujourd'hui. Ah oui, très juste. Tu sais, ces dirigeants qui sont secrètement rongés par le syndrome de l'imposteur ou une insécurité profonde. Et qui, pour survivre, se construisent une image glaciale. Exactement. Une façade impénétrable juste pour intimider les rivaux et cacher leurs faiblesses. Mais du coup, ce masque de Louis XIV, est-ce qu'il le laissait tomber parfois? C'est là que l'analyse psychologique du livre devient passionnante. Parce qu'en réalité, la nature profonde de Louis XIV, c'était tout l'inverse du roi Soleil. Ah bon? Il n'était pas si confiant que ça? Pas du tout. Au fond, c'était un homme profondément timide, très émotif, et il souffrait même d'une hypocondrie assez prononcée. Une hypocondrie? Oui, un trait de caractère qu'il avait hérité de son père, Louis XIII. Donc arborer ce masque impassible, ça lui demandait un effort surhumain tous les jours. Une volonté implacable de contrôle de soi. Mais il ne s'est pas contenté de porter ce masque, il en a fait une institution d'État. Et c'est là qu'intervient le génie de son entourage. Avec des ministres comme Colbert et un groupe qu'on appelait la Petite Académie, ils ont fabriqué la propagande. Le fameux mythe solaire. Voilà. Et l'objectif idéologique de cette propagande, c'était de tuer une mentalité bien précise. Le modèle héroïque de l'aristocratie. Ce que l'on appelle le sublime cornélien, c'est ça? C'est ça, le sublime cornélien. C'est-à-dire cet idéal où un noble privilégiait son honneur personnel, son panache, quitte à prendre les armes contre l'État s'il n'était pas content. Précisément. Avant lui, l'indépendance et l'esprit rebelle étaient glorifiés. Un vrai noble devait être libre et frondeur.
Donc la propagande royale a détruit cet idéal pour imposer une nouvelle valeur suprême. Le service exclusif de l'État. Et comme l'État, c'était le roi, l'honneur, ce n'était plus de se rebeller, mais de servir. Ce qui nous amène tout naturellement au chef-d'œuvre de ce système, Versailles. À Versailles, le sommet de la stratégie. Et là, il faut vraiment dissiper un malentendu pour ceux qui nous écoutent. On voit souvent Versailles comme un palais des fêtes, avec des dorures et des ballets, Une vitrine somptueuse, oui. mais l'histoire montre que c'était tout autre chose. Ce n'était pas un lieu de divertissement, mais une technologie politique redoutable. Une machine de domestication à ciel ouvert. L'objectif, c'était de déraciner la haute noblesse. Parce qu'avant, ces grands seigneurs passaient leur temps à comploter dans leurs châteaux en province avec leurs propres armées. Exactement. Le roi les a attirés dans cette cage dorée pour les neutraliser, bourrés devant la reine. Et c'est là que ça devient fascinant, comment ces nobles ont pu accepter ça. C'est la grande question. Je veux dire, c'était de féroces chefs de guerre. Leurs ancêtres s'étaient entretués, ils avaient défié l'autorité pendant la Fronde. Et ils finissent par se battre pour un chandelier, oui. C'est ça. N'était-ce pas profondément ridicule? Pourquoi ils ne disaient pas simplement non à ce cirque? C'est ridicule pour nous, avec notre regard moderne. Mais à l'époque, c'était une question de survie absolue. Une survie financière et sociale. Les deux. Si on décortique le système, en dehors de Versailles, un noble s'évaporait. L'exil en province, c'était la mort sociale. Donc s'ils n'étaient pas sous les yeux du roi, ils n'existaient plus du tout. Ils perdaient l'accès à tout. La cour, c'était leur sécurité sociale. Les pensions royales, les commandements militaires, les mariages pour leurs enfants, tout se passait là. Le roi les tenait par le portefeuille, en fait. Et par l'ego. C'est le concept du pouvoir trifonctionnel exploré dans l'ouvrage. Trifonctionnel, c'est-à-dire qui opère sur 3 niveaux. Voilà. Premièrement, le roi est fédérateur. Il garantit l'ordre et rassure la noblesse. Deuxièmement, il est diviseur, Il attise les jalousies. délibérément. Il divise pour mieux régner. Et troisièmement, il est niveleur. Ça, c'est crucial. Il élève des serviteurs d'origine bourgeoise au plus haut poste. Pour rabaisser l'orgueil des grands-ducs. En gros, pour leur rappeler que tout pouvoir vient de lui seul. Exactement. C'est d'une efficacité redoutable. Moi, ça me fait immédiatement penser à du management toxique dans certaines très grandes boîtes d'aujourd'hui. C'est d'une excellente comparaison. Tu sais, on met les équipes dans un open space étouffant, on les maintient en compétition perpétuelle pour des broutilles, genre un titre ronflant ou l'accès au bureau du patron. Mais pendant qu'ils se battent entre eux, ils ne remettent pas en cause la direction. L'ambition est fragmentée. C'est ça, mais ça soulève un immense paradoxe logistique. Si toute l'élite du pays est coincée à Versailles à jouer aux cartes et à tenir des bougeoirs, qui gouverne la France? C'est le grand mystère de l'absolutisme. Parce qu'il y a quand même 20 millions de paysans et d'artisans à gérer sans Internet à l'époque des chevaux. Eh bien, l'ouvrage fait voler en éclats notre grande illusion. On imagine toujours une armée immense de fonctionnaires froids et méthodiques. La fameuse pyramide de cristal parfaite. Sort que les chiffres sont sidérants. L'administration centrale sous Louis XIV comptait en tout et pour tout 7 à 800 personnes. 7 à 800. Mais c'est la taille d'une mairie de ville moyenne aujourd'hui. C'est impossible. Matériellement impossible de gouverner par la bureaucratie, oui. Le véritable secret, c'était le clientélisme. La gestion de réseaux de fidélité. Tout à fait. Le souverain s'appuyait sur la rivalité féroce entre d'énormes clans ministériels. Le clan de Colbert d'un côté, le clan de Louvois de l'autre. Un peu comme des familles mafieuses qui se partagent le territoire. Le terme est anachronique, mais l'idée de clan est très juste. Ils plaçaient leurs fidèles, leurs clients, partout en Provence. Des intendants, des évêques. Et le roi arbitrait ces conflits gigantesques. Il ne gérait pas les routes de Bretagne au quotidien. Jusqu'à un certain point. Jusqu'à la fameuse révolution de 1691. Qu'est-ce qui se passe cette année-là pour que la machine s'enraye complètement, hein? Louvois meurt subitement. Et là, Louis XIV commet sa plus grande erreur managériale. Il décide d'assumer seul le pouvoir. Il supprime les filtres ministériels. Il refuse de nommer un nouveau poids lourd. Il adopte un gouvernement en râteau, c'est-à-dire totalement plat. Il traite directement avec de simples commis très dociles. Le micromanagement absolu. En voulant tout contrôler, de la grande diplomatie aux canalisations en province, il s'asphyxie, non? Danger mortel de l'isolement du leader. Il se noie dans l'anecdote. Surtout que quand on n'a que des exécutants qui n'osent plus contredire le patron, on perd la réalité stratégique. La mécanique de l'aveuglement se met en place. Plus le souverain veut tout contrôler, plus ses subordonnés filtrent et déforment l'information pour ne pas le fâcher. Ce qui explique ce drame absolu qu'est la révocation de l'édit de Nantes.
C'est l'illustration parfaite du piège de l'information. Chimiquement pur, comme tu dis. Le roi rêvait d'unifier la France religieusement, et son entourage, pour lui plaire, lui a effrontément menti, Il lui a envoyé des rapports truqués, c'est ça. complètement falsifié. Les intendants gonflaient artificiellement le nombre de conversions au catholicisme. Juste pour obtenir les faveurs de Versailles. Exactement. En lisant ces documents, Louis XIV était persuadé que le protestantisme avait presque disparu de lui-même. La bulle d'illusion est totale. Il révoque l'édit en pensant que c'est une simple formalité, alors qu'il déclenche un désastre économique en faisant fuir des milliers de personnes. Le tyran omniscient est un mythe. En réalité, c'était un homme enfermé dans son palais, prisonnier du zèle et des mensonges de sa cour. Mais alors que signifie tout cela au fond? Que se passe-t-il quand ce système, bâti sur le mensonge, heurte le mur de la réalité? Le mur, c'est la crise effroyable de 1709. L'hiver polaire, la famine. Des centaines de milliers de morts. Les récoltes gèlent et l'armée subit des défaites humiliantes. L'État est au bord du gouffre. Le management par la terreur et le droit divin ne marche plus. Que fait le roi? Il est acculé. Il abandonne sa posture d'infaillibilité muette et il prend sa plume. Il rédige une lettre. Une lettre à la nation, lue dans toutes les paroisses. Parfaitement. Pour la première fois, il s'explique. Il justifie ses choix face aux exigences des ennemis et il appelle ouvertement au soutien de son peuple. C'est une leçon de leadership fracassante, de modernité. Ça montre que même le pouvoir le plus absolu a des limites concrètes. L'autorité verticale devient insoutenable quand les ressources s'effondrent. C'est très clair pour quiconque dirige une équipe ou une entreprise aujourd'hui. S'enfermer dans une tour d'ivoire avec des courtisans qui cachent la vérité, c'est le crash assuré. Pour survivre à une crise majeure, la posture doit laisser place à la communication, au pourquoi. Et chercher un consensus. C'est l'esprit même de cet ouvrage brillant. Ce n'est pas un manuel scolaire poussiéreux, c'est l'histoire d'un homme qui a inventé l'État moderne, avec les vieux outils d'une société féodale. En jonglant avec des forces prêtes à le dévorer, oui. Mais avant de se quitter, tu as soulevé une réflexion finale très provocante en préparant cette émission. Ah oui, cette ultime méditation. On a vu que tout ce système colossal reposait sur la capacité de travail surhumaine de Louis XIV. 10 heures par jour à lire des rapports et arbitrer des conflits. Exactement. Et ironiquement, en créant une mécanique si complexe qu'elle exigeait un demi-diurge infatigable, n'a-t-il pas programmé la chute de la monarchie? C'est vertigineux. Il s'est assuré que ses successeurs, forcément moins impliqués, se retrouveraient broyés par cette machine trop lourde. La pyramide finit par s'effondrer sur ceux qui sont au sommet. Du pouvoir fascinante. À très bientôt pour une nouvelle plongée passionnante.